BFM Business, intégral placement, 100% placement. Et on est avec Jean-François Filiatre depuis Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine, Jean-François? Déconfinez-moi, oui. Faites vite, tout de suite, je veux me libérer. Bon, vous allez pousser la chansonnette ou quoi? Épargner, gagner. Aujourd'hui, vous le savez, Cédric, Édouard Philippe annonce la phase 2 du déconfinement. Alors, comme je veux toujours être dans l'actualité, je me suis dit qu'il y avait un sujet. Ouais, dans l'actualité, mais pas déconfiné. Vous n'aviez pas envie de venir nous le dire en plateau? Eh bien, franchement, je me suis posé la question de savoir si en fait le plateau était bien désinfecté, histoire de ne pas prendre de risques inconsidérés. Alors, soyez rassurés, c'est une pure figure de style. Non, en fait, aujourd'hui, je vous propose de parler de la situation sanitaire et de réfléchir à vos placements à cette occasion. Quel est le rapport entre les deux, excusez-moi? La psychologie des individus, la psychologie des investisseurs. Alors, avec la méthodologie de marché gagnant, on essaie d'intégrer de la rationalité dans toute l'approche de l'investissement. Toutefois, inutile de se voiler la face. Il est clair que notre vécu, notre tempérament, nos croyances influent nos investissements. C'est même quelque part un peu acté dans les méthodologies de place. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les questionnaires, quand on vous interroge pour savoir les placements à souscrire, on vous demande par exemple si quand vous allez prendre le train, vous arrivez à la gare peu avant le départ ou longtemps avant. Et c'est quoi l'objectif de la question? En fait, c'est mesurer votre tolérance au risque. Parce que si vous arrivez juste peu avant, vous courez le risque de ne pas être à l'heure à cause, par exemple, d'un accident ou d'un embouteillage et de ce fait de rater votre train. Alors que dans l'autre cas, vous voulez avoir des marges de manœuvre pour limiter le risque. Bref, d'un côté, vous êtes prêt à courir, de l'autre côté, vous n'allez pas déroger à votre pas de sénateur. Donc, en ces temps où finalement les trains circulent encore peu, je me suis dit donc qu'il fallait réviser nos grilles d'analyse. Bon, et votre approche du risque versus version Covid-19, ça donne quoi? Je trouve la comparaison avec le Covid intéressante. Pourquoi? Parce que le risque, si vous voulez, on peut en faire une émission spéciale. Je peux vous l'expliquer, comment le quantifier, comment le contrôler. C'est l'un des leitmotifs de nos conférences et des papiers qu'on fait sur Marché Gagnant. Mais quels que soient nos efforts psychologiques, eh bien, on va toujours considérer que c'est une approche d'expert. Et pour le neveu de ma copine Choupinette, le risque, c'est quoi? C'est un truc incontrôlé, incontrôlable, dont il ne sait rien. Bref, peu ou prou, c'est à peu près la même chose que le Covid-19. Donc vous êtes en train de nous dire que notre comportement actuel, finalement, est révélateur de notre tolérance au risque? Eh bien, je dis que l'idée vaut la peine d'être traitée. Alors, dans certains endroits, j'appelle mes petits camarades et puis je leur dis, je vais venir vous voir. Et on me dit, oh là là, tu viendras d'une zone qui est rouge, donc on va prendre un peu de temps avant de se revoir. Alors qu'en revanche, avec d'autres personnes, on me dit, tu sais, à condition de respecter les règles de base, il n'y a strictement aucun problème. Et en fait, il suffit de les gens dans la rue ou dans les grandes surfaces pour se dire que finalement, les Français ne sont pas si intolérants au risque que ça. Oui, enfin, quand on parle de placement, excusez-moi, quand on regarde les encours du livret A, c'est autre chose, non? Oui, alors, première hypothèse, on dit effectivement que les Français sont intolérants au risque en placement. Alors, première hypothèse que l'on va pouvoir étudier, c'est les Français sont contradictoires. Ils veulent tout et sont contraires. Ce qui, entre nous, n'est pas une hypothèse à exclure. Le second sujet qu'on pourrait noter, c'est qu'en fait, c'est la carotte que l'on obtient pour la prise de risque. Pourquoi? Parce que si vous dites à un proche, non, on va pas se voir, on va avoir le sentiment éventuellement de perdre beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Bref, la contrepartie du risque, elle est positive, très positive. Et Cédric, je vous pose la question, croyez-vous que la contrepartie à la prise de risque sur les marchés financiers soit si bien que cela? L'an dernier, on aurait pu dire que les marchés se comportaient bien, mais là, vu l'évolution de la bourse, c'est plutôt sec. Voilà, alors on voit très clairement, là il y a un risque majeur, c'est notamment, disons-le franchement, c'est le problème du CAC 40 qui, en toute logique, est notre baromètre de référence. Pourquoi? Parce que nous sommes français et que notre regard se porte naturellement sur notre marché domestique. Mais le CAC 40, c'est un indice qui est assez mal foutu, qui de surcroît ne prend pas en compte les dividendes qui sont malgré tout une composante réelle de la performance du placement en action. Et puis la succession de crises qui ternit un peu l'image de ce placement, non? Effectivement, les crises, c'est comme les incidents climatiques. Et quand je dis incidents climatiques, je parle de tempêtes, je parle de sécheresse, je parle d'inondations. On a le sentiment qu'on en a de plus en plus
importants, qui sont de plus en plus importants et de plus en plus fréquents. Et je ne vous parle pas de la complexité d'investir en actions. Bref, moi, je veux bien entendre le discours « les Français ne veulent pas prendre de risques », mais je constate aussi que la prise de risque paraît peu séduisante à certains. Bon, il y a l'immobilier alors. Ouais. Et alors là, c'est assez rigolo parce que sur l'immobilier, on a l'inverse de la bourse. C'est-à-dire que le CAC 40 minore sa progression en ne prenant pas en compte les dividendes, alors qu'en fait, l'immobilier joue de la gonflette. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde le marché immobilier, on a souvent tendance à le regarder à travers un prisme qui est le prisme du mètre carré dans la capitale. Alors voyez-vous, ce matin, je me suis amusé à regarder les chiffres de l'INSEE sur la variation des prix du mètre carré depuis le deuxième trimestre 2008. Donc ça fait à peu près, c'était la dernière crise financière, 2008, on se rappelle. Donc, en fait, en moyenne nationale, en 12 ans, il progresse de 7,5%, mais c'est presque exclusivement grâce aux appartements en Île-de-France, avec une hausse de 35%. En revanche, je constate que les maisons en province font du surplace sur ces 12 années, et que les appartements en province et que les maisons à Paris progressent d'un timide 3%. Là encore, franchement, c'est pas enthousiasmant. Bon, tout à l'heure, vous avez commencé avec la chansonnette, en poussant la chansonnette avec Déconfinez-moi, en référence au discours tout à l'heure d'Édouard Philippe. Là encore, il y a un message patrimonial ? Oui, on a commencé par s'attarder donc sur la réaction des Français au risque. Arrêtons-nous maintenant sur le sujet du confinement. Vous, Cédric, j'ai le plaisir de vous retrouver, donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Comment vous l'avez vécu, ce confinement? Ça va, un peu contraint, mais ça va. Alors, on va faire simple, on va classer en fait la population en deux. D'un côté, les Français qui ont été ravis de retrouver leur home sweet home, et de l'autre, ceux qui n'en peuvent plus et qui disent « redonnez-moi vite de l'air » et de grâce, éventuellement, à plus de 100 km de chez moi. Eh bien là encore, on peut faire des analogies avec l'approche patrimoniale. De quoi? Avec la question de la diversification internationale, par exemple? Bonne remarque, j'aurais pu, mais en fait, je pense que vous êtes déjà un peu loin dans le raisonnement. Je vais être, si vous le permettez, beaucoup plus terre à terre. Posez-vous la question de savoir si votre épargne, elle est confinée ou pas. Alors moi, vous pouvez répondre sur votre situation personnelle. Moi, je ne peux que regarder les grandes masses. Et je constate quoi? Je constate que l'épargne des Français, elle est ultra confinée, aussi bien en termes d'établissement qu'en termes d'enveloppe. De quoi? Ça veut dire qu'on met tous notre argent dans la même banque? Ouais. Et voyez-vous, le confinement patrimonial, il a exactement les effets inverses du confinement coronavirus. Pourquoi? Parce que la logique sanitaire, c'était quoi? C'était, il faut se replier sur sa cellule personnelle, il faut éviter les contacts avec les tiers. Pourquoi? Pour se protéger. Bref, limiter les risques de contamination. Confiner, en revanche, son patrimoine dans un seul établissement, c'est exactement l'inverse. C'est augmenter les risques. Et je me rappelle notamment, puisque je faisais référence à 2008 tout à l'heure, 2008, quand les assureurs vie français ont massivement refinancé leur maison mère, s'il y avait un des deux acteurs qui tombait, les deux tombaient. Ça veut dire que ce qui est vrai pour le côté bancaire est aussi vrai pour l'assurance vie, par exemple? Oui, aujourd'hui, quand on regarde le poids de l'assurance vie dans l'épargne des ménages, là aussi, il y a un problème. Et on rappelle, en assurance vie, on est propriétaire de rien, même pas des unités de compte qui sont inscrites sur votre relevé. Un contrat d'assurance vie, c'est une dette, en fait, de l'assureur vis-à-vis du client. Bref, un peu, c'est comme si vous accordiez un pied. Et quand on fait un prêt, normalement, vous savez que la première question que l'on devrait se poser, c'est la capacité de l'assureur à rembourser. Franchement, Cédric, est-ce qu'on parle souvent de ce sujet? Pas vraiment. C'est vrai. Bon, on conclut? Ouais, à 15h cet après-midi vont tomber les chiffres des dépôts à vue qui vont être communiqués par la Banque de France. Sans trop courir de risque, je pense qu'on devrait dire qu'ils devraient être hallucinants. Donc on va très vite réentendre le discours. Il faut mieux épargner, financer l'économie pour la relancer, etc. Et moi, je vais vous faire une confidence, c'est que mon bilan, il est simple. Pour inciter les Français à des risques, il faut offrir des placements séduisants et pas seulement dans les discours, parce que sinon ça marchera une fois et puis après on n'aura plus à en entendre parler. Et je ne suis pas sûr pour l'instant que cette offre-là, elle existe vraiment. Par ailleurs, il y a vraiment un deuxième message qu'il faut faire passer aux autorités. Il faut d'urgence accélérer le déconfinement de l'épargne des ménages. Cela passe par la fin du discours 100% assurantiel, mais cela passe aussi par la fin du confinement dans les mêmes établissements. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a un décret qui plafonne les frais pour les transferts de PEA, c'est bien. La situation des PEL, elle reste encore problématique. Et alors celle de l'assurance vie, soyons clairs, c'est un drame. La transférabilité interne qui a été votée est un scandale. Pourquoi? Parce que les professionnels ont démontré qu'ils ne respectaient pas l'esprit de la loi.
Avis donc à tous ceux qui veulent que l'on soutienne l'économie, je leur dis OK, mais changez les textes pour nous rendre liberté, on en a marre d'être confinés. Bon, on a des questions d'ailleurs d'auditeurs sur les questions de transfert d'assurance vie. Vous planchez dessus et on en reparle tout à l'heure. Le rendez-vous est pris, ce sera en fin d'émission. Comme chaque jeudi, à tout à l'heure, Jean-François Filiatre, le directeur éditorial de Marché Gagnant.